faire exister les idées de gauche dans un paysage qui est plutôt saturé médiatiquement par le discours capitaliste, le discours de droite et d'extrême droite qu'on entend partout autour de nous. Tu fais quoi les 15 et 22 mars prochains ? Laura et moi, toutes deux bénévoles chez Victoire Populaire, on ira voter. Pour te motiver un peu à y aller toi aussi, on a enregistré un épisode. D'abord, pour te parler de ce mouvement citoyen qui met un tas de choses en œuvre pour lutter contre l'abstention et qui veut faire exister les idées de gauche dans le débat public. Et puis ensuite, pour te parler des enjeux qui se jouent autour des élections municipales à venir. Si c'est la première fois que tu écoutes un épisode du podcast Chemin Vert, bienvenue à toi. Et bonne écoute! Bonjour Laura, merci de prendre le temps d'être là aujourd'hui et d'échanger avec moi. Avec plaisir. Tu es bénévole chez Victoire Populaire. Est-ce que tu pourrais me présenter un petit peu ce mouvement ? Oui, c'est un mouvement citoyen donc, qui réunit des personnes qui ne sont pas spécialement politisées, qui sont intéressées par les enjeux politiques, mais qui ne se retrouvent pas dans la politique en elle-même et dans les partis politiques surtout. Et c'est un mouvement qui cherche à influer sur les résultats électoraux, donc notamment à faire gagner la gauche en gros, surtout la justice sociale, l'écologie, le renouveau démocratique. Parfois le terme gauche fait pas toujours l'unanimité, donc on le dit parfois comme ça. Voilà, à travers différents moyens, en allant parler aux gens, essentiellement en luttant contre l'abstention, mais aussi en faisant pression sur les partis politiques, en faisant signer des pétitions, tout un tas de choses de ce style. Et comment est née Victoire Populaire ? Alors, Victoire Populaire, c'est la suite de la primaire populaire. Okay. Donc en 2021, il y a une petite troupe de jeunes gens pareil, qui se sentaient concernés en gros par l'avenir politique de la France, et qui, quand même pour certains, même pour la plupart, je pense qu'ils ont fait des études en sciences politiques et tout ça, c'est quand même, ils connaissent un peu le milieu, mais c'est des gens qui n'étaient pas dans des partis politiques, qui voulaient quand même avoir une influence et qui surtout comprenaient pas que les partis de gauche ne s'unissent pas quand c'était pour gagner et pour être aux commandes du pays, et du coup, ils se sont demandé comment, à leur échelle, ils pouvaient impacter sur ce processus. Et donc, ils ont monté la primaire populaire en 2021, qui a eu quand même énormément de succès. Il y a 450 000 personnes qui ont participé, qui ont soutenu la démarche. Donc, c'était en gros faire émerger une candidature qui faisait l'unanimité parmi les gens qui ont des valeurs de gauche, disons. Comme les partis n'ont pas voulu directement participer, c'est le mouvement, à travers tous ces gens qui sont intéressés, qui ont voté pour des personnalités, celles qui a eu, les différentes qui ont eu le plus de sponsoring, ou je ne sais plus comment on dit, ont participé à cette primaire virtuelle, tout s'est fait à distance. Et au final, il y a 350 000 personnes qui ont voté d'ailleurs selon le jugement majoritaire. C'est un système alternatif qui fait que en fait, tout le monde vote pour toutes les personnalités en disant à quel point on est favorable ou pas à cette personnalité. Et ensuite, on fait l'amalgame de tous ces résultats et ça classe les gens parmi en fait, ceux qui ont le plus d'avis positifs en premier, etc., etc. Et donc, c'est Christiane Taubira qui était sortie vainqueur de ce processus. Elle n'a finalement pas eu ses signatures. Donc ça n'a pas eu le retentissement voulu, mais ça a fait tellement parler que moi je suis persuadée que ça a influé sur après la NUPES. Ça a vraiment mis en valeur le fait que les citoyens qui ont des valeurs de gauche, qui ne sont pas forcément dans des partis, veulent l'union. Et c'était censé en finir là, après la primaire du coup pour l'élection de 2022. Et puis en 2024, il y a eu la dissolution. Et cette petite troupe de gens qui étaient toujours en contact a considéré que il y avait encore beaucoup de pain sur la planche et qu'ils pouvaient réactiver leur structure. Et notamment, toutes ces personnes qui ont participé du temps de la primaire populaire, ça a créé une base de données monumentale.
donc de 450 000 personnes, qui a priori, de près ou de loin, partagent les valeurs de la justice sociale, de l'écologie et de la démocratie. Et donc ils ont relancé le mouvement en lui donnant une nouvelle identité, donc maintenant ça s'appelle Victoire populaire, et surtout en repensant complètement la gouvernance du mouvement. Ils ont prévu une architecture qui est beaucoup plus participative avec tous les adhérents, qui a plusieurs organes de décision, c'est pour que ce soit le plus horizontal possible et le plus clean possible, quoi. Oui, parce qu'au final, la grande force quand même de Victoire populaire, c'est sa mobilisation citoyenne. Enfin, c'est le nombre d'adhérents, c'est de montrer que ça vient d'en bas, en fait, pas d'en haut. Ouais, je pense que c'est un mouvement qui... moi, c'est ça qui m'a séduit, c'est que c'est une force politique que je trouve extrêmement forte, parce que, on a dit une base de données de 450 000 personnes. Quand on pense aux partis politiques, dans leurs grandes heures, ils en ont quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers. Donc, c'est vraiment incommensurable. Et je suis persuadée que si ça a ce succès-là, c'est justement parce que c'est pas un parti politique. Donc, il n'y a personne qui cherche à obtenir le pouvoir. Du coup, ça en fait quelque chose d'assez... pur, ou enfin en tout cas il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de il n'y a rien qui vient gâcher un petit peu les ambitions des uns et des autres. L'ambition, c'est vraiment qu'on soit gouverné par des gens qui vont mettre des valeurs qu'on partage au pouvoir. Et je pense que ça parle à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire partie d'un parti politique, mais par contre que la gauche s'unisse par exemple, ça parle à beaucoup plus de gens. Ouais. Et tu disais justement que donc, c'était ça qui t'avait séduit. Du coup, toi, tu as toujours été un petit peu engagée politiquement, ou est-ce que il t'a eu un déclic et tu t'es dit là, il faut absolument que je m'engage? Ouais, j'ai pas du tout été toujours engagée. J'ai toujours été intéressée. J'adore écouter les infos. Enfin, maintenant beaucoup moins parce que c'est trop terrible, mais donc j'adore suivre les infos. Et puis j'ai pas viscéralement, je sens que ça me mobilise, quoi, quand il se passe des trucs graves ou qu'il y a des discussions politiques. Enfin bon, je suis toujours ça un petit peu de loin. Mais par exemple, je me suis jamais sentie d'adhérer à un parti parce que je trouve ça trop bizarre de donner ma voix à quelqu'un d'autre qui va parler pour moi. Devoir d'une certaine façon adhérer à l'ensemble de ce qu'ils proposent, je sais jamais trop où ça va aller. Enfin voilà, j'ai pas confiance en fait dans les partis politiques. Je pense que c'est vraiment cette histoire de pouvoir qui vient un peu gâcher le truc. Alors que là, plus je suis à Victoire populaire, plus j'ai confiance parce que je vois ça aussi de l'intérieur, je vois à quel point les principes sont aussi appliqués à l'intérieur et comment, enfin voilà, moi ça m'apprend énormément de choses. Ça fait longtemps que tu es à Victoire populaire? J'avais déjà participé du temps de la primaire populaire. Je les avais aidés pour faire du phoning, des trucs comme ça, donc en 2021. Après, j'avais arrêté. Bon, je m'étais un petit peu fâchée parce qu'il y a eu quelques petits couacs justement après la nomination, une fois que Christiane Taubira n'a pas pu se présenter. D'ailleurs, après ça, ils ont écrit un bouquin. Ils font un grand mea culpa. Ils ont justement tout réfléchi sur comment créer un mouvement maintenant plus sain, etc. Voilà, qui retrace la primaire populaire. C'est très intéressant. Et du coup, après, j'ai réengagé après la dissolution. J'ai fait un peu de porte-à-porte, tout ça, machin. Et puis je suis devenue active à partir d'octobre 2024. Ça fait 1 an et demi, quoi. Ok, ouais. Ok, cool. Et tu arrives à concilier ton quotidien avec un peu ton engagement chez VP, Victoire populaire? Ouais, j'y arrive. Enfin, je fais de la place parce que c'est important pour moi, que j'ai rencontré des gens super, que je trouve que ça a du sens et que ça me fait beaucoup de bien. Donc je trouve du temps. Après, je travaille à temps plein. Donc comme il y a pas mal de trucs qui se passent sur WhatsApp, je suis kiné, je fais ça entre 2 patients, le week-end, le soir. Il y a quelques soirées pour les réunions, quelques soirées pour les porte-à-porte, les choses comme ça. Plus quelques week-ends où ils nous font de la formation militante. Donc c'est 3 fois par an à peu près, 3-4 fois par an. Et j'essaye d'y être à chaque fois, presque à chaque fois. Et voilà, donc je me débrouille. En même temps, c'était cool d'être formée tout un week-end et de passer du temps avec les autres génial. Militants et bénévoles, quoi. C'est chouette.
On a parlé un peu de VP et comment c'est né. Est-ce que tu pourrais peut-être en dire un peu plus sur les missions de VP ou peut-être comment concrètement en fait c'est quoi, comment ça se passe sur le terrain quoi. Il y a, je dirais moi, 3 missions principales. Donc bon, la plus principale, c'est faire gagner la gauche, enfin faire gagner l'écologie et la justice sociale et le renouveau démocratique. Mais c'est aussi, et je trouve que ça, moi je le ressens vraiment, j'en suis un exemple d'une certaine façon, c'est aussi former une masse critique de gens, que vraiment il y a cette idée d'être le plus nombreux et nombreuses possible, mais aussi pas juste sur le papier, c'est-à-dire ils appellent ça de la montée en compétences, c'est-à-dire qu'on soit capable aussi de s'organiser pour réagir aux différentes choses qui pourraient nous arriver. Et s'organiser, ça veut dire avoir une structure en laquelle on a confiance, qui peut relayer une parole sur laquelle on se retrouve. C'est signer des pétitions, par exemple, mais c'est aussi ce qu'on fait le plus là en ce moment, par exemple, organiser massivement des porte-à-porte, des tractages avec des messages communs, apprendre aussi, on apprend très concrètement à parler aux gens et surtout à les écouter. Parce qu'en plus on parle un peu de politique, donc c'est vite conflictuel. Là justement, moi j'ai appris des choses grâce à Victoire Populaire qui me sont utiles à la fois dans le porte-à-porte et le tractage, mais aussi dans ma vie de tous les jours, quoi, parce qu'on apprend à prendre cette distance, à s'intéresser à ce que l'autre veut vraiment dire, à pas partir au quart de tour dès qu'on n'est pas d'accord, essayer de creuser, mais pourquoi vous pensez ça, ça vient d'où à votre avis, tout un tas de choses qui font que les gens se sentent libres de parler, et que finalement on peut tomber assez vite sur des valeurs communes et sortir du truc très, très conflictuel, quoi. Trop chouette. Ah, et parmi les actions qu'on fait aussi beaucoup, c'est du phoning. Donc c'est très facile parce qu'on peut faire ça de chez soi, depuis le travail, de chez soi, enfin où on veut. Et c'est un peu le même principe que ce qu'on fait en porte-à-porte et en tractage, c'est-à-dire qu'on apporte de l'information électorale, on vérifie auprès donc de notre immense base de données qu'ils sont au courant des dates des élections, qu'ils ont bien prévu d'aller voter, essayer de lever les freins quand il y en a. Enfin, les mêmes choses sur lesquelles on appuie en porte-à-porte et en tractage, mais on le fait par téléphone et on le fait de manière ciblée du coup, parce qu'on appelle que des gens qui sont a priori sympathisants de notre mouvement, parce qu'à un moment ou un autre, ils nous ont donné leurs coordonnées pour le soutenir ou parce qu'il y avait des choses qui leur parlaient, qu'on proposait. Enfin voilà, tout un tas de circonstances où ils ont eu connaissance de notre mouvement et ils sont rentrés en contact avec lui. Et puis une autre des missions de Victoire Populaire, c'est de mener la bataille culturelle. Donc ça, c'est à la fois pendant les temps électoraux, mais c'est peut-être aussi surtout ce qu'on fait en dehors des périodes électorales et des campagnes électorales. C'est mener la bataille des idées, quoi, faire exister les thèmes de gauche, les propositions de gauche, les modèles de société de gauche dans l'espace public. Donc ça peut être à travers des moments de rencontre où on discute d'un thème en particulier, où on fait intervenir des gens, où on va, diffuser des éléments culturels qui existent déjà et les discuter, où on va, décortiquer des séquences politiques, ou voilà, tout ce qui peut faire, en gros, exister les idées de gauche dans un paysage qui est plutôt saturé médiatiquement par le discours capitaliste, le discours de droite et d'extrême droite qu'on entend partout autour de nous. Et du coup, qui peut rejoindre Victoire Populaire ? Tout le monde. Tout le monde. Non, toute personne qui se sent concernée par ces valeurs-là et qui se sent, moi je dirais, toute personne qui se sent démunie, désabusée, qui presque n'y croit plus, parce que en fait, je trouve que c'est vrai ce slogan de quand on passe à l'action, on change de façon d'envisager les choses aussi, et vraiment, moi, je trouve que c'est très thérapeutique, quoi. Ça redonne vraiment de l'espoir de passer à l'action, de rencontrer plein de gens qui sont d'accord avec nous. Ça fait plaisir quand même, surtout que dans l'espace médiatique actuel, on ne l'entend pas. Enfin, on dirait que la parole de gauche n'existe pas. Et puis ce truc d'aller à la rencontre des inconnus, qui eux aussi sont d'accord avec nous, c'est très puissant comme levier. C'est quoi tes principales actions chez VP ? Alors, moi, je suis co-coordinatrice du groupe local de Paris.
Donc, en gros, on est une petite équipe d'une bonne quinzaine de personnes. Donc, voilà, tu fais partie avec nous. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en gros, on s'occupe d'organiser le groupe local, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les bénévoles qui rejoignent le groupe local soient accueillis. Moi, je m'occupe pas mal de l'intégration, soient formés. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et puis qu'il y ait des actions. Donc, on choisit des lieux stratégiques parce qu'on ne va pas n'importe où. Comme on essaye de lutter contre l'abstention, on essaye de chercher des abstentionnistes, mais préférentiellement des abstentionnistes qui voteraient à gauche. Donc on a un support numérique qui nous permet de choisir cette population-là, d'augmenter les probas qu'on tombe sur ces gens-là. Et voilà, donc organiser des actions, organiser des apéros, participer à des réunions pour se mettre d'accord avec le groupe local, et puis communiquer tout ça. On utilise quand même principalement WhatsApp. On a aussi une petite newsletter par mail. Voilà. Et tu parles de groupe local, mais parce que VP, Victoire Populaire, est présente sur tout le territoire. Oui, Victoire Populaire, c'est un mouvement national et qui a un peu plus de 35 groupes locaux maintenant, je crois. Et en gros, on essaye au maximum de mettre des groupes locaux dans ce qu'on appelle les villes pivots, c'est-à-dire les villes qui ont très peu d'écart de voix entre la gauche et la droite. Donc soit elles peuvent basculer à rien du tout à droite, soit elles peuvent basculer à rien du tout à gauche. Et c'est là qu'on a beaucoup d'impact. Ok. Et justement, Victoire Populaire est très active en ce moment, notamment à l'approche des élections municipales des 15 et 22 mars. Pourquoi c'est important de voter selon toi ? Pour moi, c'est essentiel par valeur démocratique. Enfin, je trouve que on n'a pas souvent l'occasion, mais que c'est important que chacun puisse donner son avis sur la direction qu'il veut donner, en tout cas, soit à sa ville, soit au pays. Donc voilà, purement démocratiquement, mais surtout, en vrai, moi, ce qui me motive, c'est que je trouve que notre système démocratique, il est pas si démocratique, dans le sens où, comme on nous le répète beaucoup à Victoire Populaire, le premier parti de France, c'est l'abstention. Donc en fait, ça fausse complètement les résultats qui sont pas toujours vraiment représentatifs de ce que pense l'ensemble de la population. Surtout plusieurs études sociologiques, je pourrais te donner des refs si tu veux les mettre, pointent bien que la population qui s'abstient le plus, c'est aussi celle qui potentiellement voterait le plus à gauche. Donc surtout les jeunes, les populations défavorisées. Et du coup, ça crée une espèce de miroir complètement déformant. Et je trouve ça trop frustrant, quoi. Donc moi, c'est ça qui me motive le plus. Et à ton avis, pourquoi ils ne votent pas, ces gens-là ? Ça, c'est difficile à dire. Moi, c'est pas mon expertise du tout. Mais en discutant avec les jeunes, là, par exemple... En tractage, je suis tombée sur 2 jeunes nanas d'une vingtaine d'années et elles m'ont dit très sincèrement, elles m'ont dit mais en fait nous on n'y connaît rien, je connais pas les candidats, je vais pas aller voter au pif, du coup j'y vais pas. Donc là je trouve que notre discussion a été hyper pertinente parce que j'ai pu les aider un peu à débroussailler le paysage politique, disons. Qu'est-ce que c'est que je lui demandais, mais toi, c'est quoi tes valeurs ? Elle me disait, je sais pas, c'est le genre de questions auxquelles je sais pas répondre. Je disais, ok, qu'est-ce que tu penses du racisme ? Qu'est-ce que tu veux pour ton logement ? Enfin, des choses comme ça. Et en fait, quand on rentre dans le concret, là, ils se rendent mieux compte. Mais donc, je pense que les jeunes, il y a peut-être une partie qui a ce profil-là. C'est vrai que le vote, on n'y croit plus trop. J'ai lu des études comme quoi les jeunes se désengagent beaucoup du vote. Pourquoi, je ne saurais pas trop le dire, mais peut-être qu'ils trouvent ça trop artificiel, quoi. On vote une fois tous les 5 ans. Au final, on est quand même très éloigné de la vie politique. Enfin, je veux dire, même dans mes études, alors que j'ai quand même fait des études de droit, à aucun moment on nous parle de la vie, de la citoyenneté, de ce que ça fait, de l'importance que ça a. Enfin, si, de l'importance, on le voit un peu, mais je veux dire, ça, quand même, c'est pas quelque chose que la plupart des Français ont l'habitude de côtoyer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devrait être peut-être rajouté à l'école. Enfin, peut-être pas à l'école, c'est un peu jeune, mais... Ouais, mais moi, je suis super d'accord. Je pense que
tout ce qui est éducation civique, etc., c'est vraiment saupoudré et c'est un axe hyper important qui pourrait être largement développé. Ouais. Peut-être que c'est juste pas dans leur intérêt. Ouais, il y a sûrement quelque chose comme ça. Victoire populaire appelle à l'union de toutes les listes de gauche, notamment pour le second tour. Pourquoi ? Ça, c'est vraiment stratégique. Hein. C'est-à-dire que autant au municipal, en plus, c'est à la proportionnelle. Donc, il y a plus que 2 listes qui peuvent arriver au deuxième tour. Donc, tant mieux s'il y a de la pluralité au premier tour. Mais par contre, au deuxième tour, il n'y a quand même qu'une seule liste qui gagne. Et surtout que la liste qui gagne obtient une majorité de sièges. Enfin, il y a un espèce de bonus, quoi. Et que cette assemblée-là est celle qui prendra beaucoup de décisions et qui a un poids aussi sur les sénatoriales ensuite. On pourra en reparler si tu veux. Et du coup, si on veut être premier au deuxième tour, on ne peut pas se permettre de disperser les voix. La droite, à Paris, la droite et dans beaucoup de villes, l'extrême droite est vraiment à quelques voix près de prendre la pole position. Donc on ne peut pas se permettre le luxe de disperser nos voix. Mais pourtant, là, on pourrait se dire, c'est à la proportionnelle, donc du coup, ça voudrait dire quoi ? Il y aurait une forme de cohabitation entre des conseillers municipaux de gauche et des conseillers municipaux de droite et d'extrême droite. Ouais. Et le risque, c'est que le maire qui est ensuite élu par les conseillers municipaux soit de droite. Enfin, disons que la liste qui arrive en tête, elle obtient un bonus. Donc, normalement, je crois qu'il n'y a pas trop de risque à ce que le maire ou la maire soit issue de la liste gagnante. Mais par contre, après, c'est comme dans notre assemblée. Si la majorité est très courte, voire on n'a pas de vraie majorité au conseil municipal, après, ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises derrière doivent faire l'objet de coalitions, d'amendements, etc. Et c'est plus difficile de mener sa politique si on n'est pas vraiment majoritaire, quoi. Oui, d'ailleurs, il y en a une pétition qui est en train de circuler en ce moment. Voilà, moi j'appelle tous tes auditeurs et auditrices à la lire et à la signer si ça leur parle, où on appelle justement les forces de gauche à s'allier au second tour. Alors on soutient le fait que la pluralité est importante, donc au premier tour, c'est très bien de proposer différents modèles, différentes propositions, différentes nuances, etc. Mais quand il s'agit d'arriver au pouvoir, pour pouvoir les mettre en application, justement, il faut gagner, et du coup, il faut s'unir. C'est vraiment mathématique, si on ne veut pas disperser les voix et gagner, il faut s'unir. Et donc on a écrit une pétition en partenariat avec Paris Collectif, c'est un autre mouvement citoyen parisien. J'invite tout le monde à lire tout ça, à le partager massivement, parce que voilà, notre force à nous, c'est qu'on est nombreux, c'est qu'on a un discours qui n'est pas partisan, dans le sens qui n'est pas lié à des partis, mais qui est lié à des idées, à des mesures qu'on veut voir appliquées pour vivre dans une société qui fait du bien à tout le monde. Et donc on a besoin de soutien, et on a besoin, voilà, en l'occurrence, de signatures, de visibilité, et voilà. Trop chouette, je mettrai le lien de la pétition en ressources de l'épisode. Et tu disais du coup qu'il y a un lien entre les élections municipales et les élections sénatoriales. Du coup, a priori, elles ont lieu en septembre prochain, c'est ça ? Ouais. C'est quoi le lien ? Et moi, je trouve ça hallucinant, comme ce qu'on disait jusqu'à maintenant, que ce soit pas davantage connu. Je l'ai appris cette année. En fait, les sénateurs sont élus à 95% par les conseillers municipaux. Donc en fait, quand on élit notre conseil municipal, les listes pour lesquelles on vote, c'est comme si on votait presque directement pour le Sénat. Et je trouve que c'est d'autant plus important de le savoir que parfois, notamment au municipal, on vote pour un maire, on vote pour une personne. En général, c'est quand même des gens qu'on connaît un peu mieux que les autres. Parfois, l'étiquette politique a un peu moins de valeur à ce moment-là, mais du coup ça aura de la valeur quand ça se répercutera sur qui nous représente au Sénat, quoi. Oui, le Sénat qui est du coup la deuxième chambre parlementaire et qui notamment vote les lois avec l'Assemblée nationale. Si des personnes sont pas disponibles pour aller voter le 15 et 22 mars, quelle solution peut-être s'offre à elles ?
Alors, par exemple, Victoire Populaire, c'est un mouvement qui vraiment essaye de lutter contre l'abstention, notamment l'abstention administrative. Donc, typiquement, ce genre de cas, c'est-à-dire soit les gens ne savent pas où est leur bureau de vote, ils ne savent pas comment changer leur bureau de vote, ils ne savent pas qu'ils peuvent y aller juste avec leur carte d'identité. Donc, nous, on accompagne tous ces gens-là. Et si jamais ils ne sont pas là, le jour des élections, on les accompagne aussi pour faire procuration. Alors actuellement, il y a une époque où on avait fait une vraie plateforme de procuration, mais ça coûte très très cher. Donc là, on n'est plus en capacité, nous, Victoire Populaire, de le proposer. Mais par contre, il y a les partis politiques, souvent le font. Donc si on est attaché, sans être membre du parti, mais si on sait pour quelle liste on veut voter, on peut se rapprocher de cette liste. Et eux, ils ont des systèmes de procuration. Et sinon, le système classique, c'est de trouver quelqu'un autour de soi, des amis, des voisins. Souvent, ça marche bien dans le même immeuble parce que tout le monde va dans le même bureau de vote. Il faut récupérer leur numéro d'électeur, faire cette démarche en ligne, ça prend 2 minutes. Et il faut passer au commissariat pour confirmer le truc. Si les gens ont besoin d'un petit tuto, ils peuvent aller sur victoirepopulaire.fr/je vais voter et tout est expliqué. Ok, trop bien. Je vais juste faire un petit focus sur une réforme qui a eu lieu récemment et qui concerne 3 grandes villes en France. C'est la réforme PLM, Paris, Lyon, Marseille. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça change pour ces villes-là? Jusqu'à maintenant, jusqu'aux dernières élections, donc jusqu'en 2020, ces 3 villes-là uniquement avaient un système spécifique d'élection du maire de la ville. C'est-à-dire que c'est 3 villes qui sont découpées en arrondissements. Et dans ces villes-là, les gens ne votaient que pour leur maire d'arrondissement, que pour une liste qui pourrait élire le maire de leur arrondissement. Et c'était dans un deuxième temps, entre les conseillers d'arrondissement, que le maire de la ville était élu. Maintenant, ils ont réformé le scrutin. Et maintenant, ces 3 villes-là vont fonctionner comme les autres villes, c'est-à-dire que les habitants vont voter aussi directement pour leur maire de la ville en entier, pas seulement pour la mairie de l'arrondissement. Et donc plus concrètement, ça veut dire qu'à Paris, Lyon et Marseille, on va voter 2 fois, voire même, je crois qu'à Lyon c'est 3 fois parce qu'il y a aussi la métropole. C'est-à-dire que le même jour, dans le même bureau de vote, à Paris on fera 2 fois la queue, on prendra 2 séries de bulletins différentes, une série pour voter pour la mairie de l'arrondissement et une série pour voter pour la mairie de Paris. À Lyon, ils feront 3 fois la queue, enfin je pense, une fois pour la mairie d'arrondissement, une fois pour la mairie de Lyon et une fois pour la métropole de Lyon. Mais du coup, on est d'accord, on vote toujours pour les conseillers. Ensuite, c'est les conseillers, donc conseillers d'arrondissement et conseillers municipaux. Et ensuite, respectivement, qui vont élire maire d'arrondissement et maire de la commune. Ok, trop bien. Si jamais il y en a qui veulent avoir plus d'informations sur la réforme PLM, on organise avec Victoire Populaire une formation le 11 mars dans la salle Bulle, à la buvette de l'Académie du Climat. Donc vous êtes les bienvenus. C'est le 11 mars à partir de 19h. Donc tu disais, tu avais un petit peu mentionné, donc toi tu as fait déjà du tractage et du porte-à-porte. Ouais. Est-ce que tu as peut-être des anecdotes un peu rigolotes ou à l'inverse des objections que tu as déjà entendues quand tu as fait ces actions? Franchement, dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien et c'est sympathique sans que ce soit forcément drôle ou mémorable dans ce sens-là. Mais en fait, ce qui est touchant, là j'aurais du mal à te donner des trucs précis, mais ce qui est touchant, c'est que souvent, déjà on rencontre des vrais gens, surtout en porte-à-porte, ils sont chez eux, donc on se retrouve souvent, je sais pas, à voir le petit-fils qui va chercher sa grand-mère, ou voilà, ils sont là, ils sont en train de cuisiner, donc ils nous racontent ce qu'ils font. Voilà, assez vite, on rentre dans une espèce d'intimité très jolie, quoi, mais... voilà, et puis après, effectivement, parfois on a certaines objections, style, de toute façon c'est tous les mêmes, ou à quoi bon, vu ce qu'ils font de nos voix, ça c'est des choses qu'on peut entendre parfois, mais... Et dans ces cas, justement, comment les motiver à aller voter? Ouais,
Moi, j'essaie de pas trop rentrer dans le débat vraiment politique. Je trouve que ce qui marche assez bien, c'est surtout de leur rappeler qu'ils ont vraiment leur mot à dire. C'est-à-dire que c'est pas qu'un slogan, chaque voix compte. Je trouve qu'en leur redonnant des chiffres très locaux, par exemple à Paris, le 5e arrondissement, c'est un arrondissement qui est à droite en ce moment, qui a de fortes chances de pouvoir passer à gauche. Par exemple, quand on dit aux habitants, il y a eu 625 voix d'écart dans votre arrondissement et il y a plus de 20 000 abstentions, souvent, voilà, ça les touche, ou de leur dire que, parce que nous, on cible les quartiers les plus abstentionnistes, donc leur dire, votre bureau de vote, c'est un des plus abstentionnistes de l'arrondissement. Souvent, ils se sentent un peu piqués dans leur ego, donc voilà, souvent, ça facilite un peu la discussion. Et puis sur l'argument, ils sont tous les mêmes. Voilà, moi, j'essaye de reparler de la direction qu'on a envie de prendre, même si c'est pas forcément des gens en qui on a une confiance absolue. Je pense pas que les différents modèles qu'ils proposent soient interchangeables. Et dans ces cas-là, j'essaye de pas faire la leçon. Je dis juste, pour moi, c'est vraiment pas pareil. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je prends du temps pour faire du porte-à-porte, etc. Parce que pour moi, ça se vaut pas. Un programme de droite ou d'extrême droite avec un programme de gauche. Je trouve qu'il y a des différences substantielles et que voilà, on peut pas les effacer comme ça. Oui, parce qu'on aurait tendance à se dire, on peut penser à des phrases comme l'extrême droite, on l'a jamais essayé, donc allons-y, pourquoi pas. Concrètement, on va le voir, et on le voit déjà d'ailleurs un peu partout dans le monde, qu'il y a quand même des risques vraiment à ce que ça passe, quoi. Oui, ça c'est pareil. Moi, je l'ai pas souvent entendu cet argument-là, mais c'est vrai qu'on a des arguments, en tout cas, pour dire si on sait ce que ça fait, ça l'a déjà fait par le passé, ça le fait actuellement dans d'autres pays d'Europe et du monde. Et on a aussi les votes de ces partis-là à l'Assemblée, donc il y a ce qu'ils disent et puis il y a ce qu'ils font concrètement. On a plusieurs documents qui permettent de vulgariser un petit peu ça. Mais franchement, dans les gens que je rencontre, ça devient assez peu vraiment politique. C'est plus est-ce que vous savez où est votre bureau de vote, est-ce que vous connaissez les dates, est-ce que vous savez à qui vous pouvez demander si vous n'êtes pas là. Ça arrive de rentrer dans des discours politiques, mais souvent c'est les gens qui sont bien informés qui sont plus politisés, donc c'est un petit peu moins notre cible. Oui, autrement c'est juste un accompagnement pour en capaciter les gens à voter. Ouais, carrément. Okay. Surtout les jeunes, franchement les jeunes c'est génial parce que parfois on tombe souvent sur des gens qui vont voter pour la première fois. Et du coup, je trouve qu'avoir ce contact-là avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, mais qui est quand même enthousiasmé par le truc, qui leur fait sentir que leur voix est importante, souvent je trouve c'est les rencontres que je trouvais les plus touchantes, quoi. Oui, parce que surtout quand c'est la première fois que tu votes, je pense que c'est un peu intimidant, en fait. Carrément. Est-ce que tu aimerais peut-être ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué dans l'échange? Non, je crois qu'on a couvert pas mal de choses. Voilà, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est que c'est une vraie force politique sans être un parti politique. Et que j'y crois beaucoup à ce truc que chaque voix compte. Et que même si la situation n'est pas parfaite, ce qu'on nous propose n'est pas parfait, ça vaut le coup d'aller mettre son petit bulletin, quoi. C'était quoi chaque voix compte? C'était c'est le nom d'une de nos campagnes. Et du coup, pour compléter ton propos, chaque voix compte, c'était une campagne citoyenne et de terrain portée par Victoire Populaire, qui avait notamment vocation pour recréer du lien par la conversation et informer et accompagner justement sur les prochaines élections à venir. Et cette campagne, elle avait aussi pour but vraiment de bien informer que chaque voix, justement, de tous les citoyens, de toutes les citoyennes compte, notamment suite à la réforme PLM et aux villes pivots dont on a parlé précédemment, et qui a eu lieu en fin d'année 2026, donc je crois que c'était novembre et décembre. Oui, ça devait être ça, même peut-être jusqu'en janvier, ouais. Merci beaucoup, Laura. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous a nourri de l'intérieur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Et si vous souhaitez partager votre témoignage sur ce podcast, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont dans la description.
En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Chemin Vert.